Situé en Meurthe-et-Moselle, à la frontière des Vosges, le pays de la Vesouse en Piémont profite d'une double identité. Le territoire affiche deux reliefs différents, une plaine du côté meurthe-et-mosellan, alors que du côté vosgien s'étend un espace vallonné avec un point culminant à 447 mètres, le col de la Chaplotte. Traversé par la Vesouse, un sous-affluent de la Meurthe, le pays est en plein rebond. En effet, ancienne terre industrielle avec le textile et la faïence, cette contrée a pris récemment conscience de son potentiel. Longtemps oublié entre les Vosges et la grande ville de Meurthe-et-Moselle, Nancy, le pays de la Vesouse en Piémont affiche ses atouts. Ici, la nature est une force, la vallée alluviale de la Vesouse est un site remarquable. Classé Natura 2000, il abrite une faune et une flore d'une grande diversité. Sillonner les sentiers de randonnée est un excellent moyen de profiter des paysages. Aujourd'hui, l'agriculture permet au pays de vivre et de rayonner sur les étals des marchés. On y trouve notamment le Münster qui est fabriqué ici. Le pays obtient l'appellation d'origine contrôlée en 1989. Le pays de la Vesouse en Piémont est chargé d'histoire. Point stratégique, entre la Meurthe-et-Moselle et les Vosges, de nombreux villages ont été détruits pendant les conflits mondiaux. Le col de la Chaplotte est le symbole de ces guerres. Théâtre de violents affrontements lors de la Première Guerre mondiale, 2000 soldats français y ont perdu la vie. Les entonnoirs de l'Intré témoignent de l'intensité des combats pendant la Grande Guerre. Le territoire s'est lancé dans la grande aventure des énergies renouvelables avec l'implantation d'éoliennes en 2005. Aujourd'hui, la famille de production d'énergie verte s'est agrandie. Patrick Louis Caster est le président de l'association La Route des énergies renouvelables qui fait découvrir les différents sites de production. Il nous emmène à une station de méthanisation qui produit électricité et chaleur. Donc là, Patrick, on est devant l'unité de méthanisation. Est-ce que vous pouvez me donner quelques chiffres justement qui représentent la dimension énergétique d'un site comme celui-ci? La dimension énergétique d'un site comme celui-ci, c'est l'équivalent de 440 foyers par an en termes électriques. D'accord. Et en chauffage, à peu près une quarantaine de foyers. C'est une installation qui produit 250 kWh maintenant. Elle a été créée en 2002 par cet agriculteur. C'était le pionnier de la méthanisation en France. D'accord. Donc c'était une petite unité à l'époque et donc il l'a modifié dans les dernières années pour remonter en puissance parce que pour pouvoir retravailler un petit peu avec EDF les tarifs du kilowattheure vendus. Voilà. Donc c'est un des sites qui fait partie de la fameuse route des énergies renouvelables. Voilà, tout à fait, oui. Quels sont les autres sites qu'on peut découvrir? Vous pouvez découvrir donc le parc éolien du Haut-des-Ailes qui se trouve donc à Igné, Repé, enfin tous les petits villages qui sont autour. Il y a 22 éoliennes. Il y a le site donc de Rayon, c'est la Croisée Découverte. La Croisée Découverte, c'est un gîte d'étape, aussi un centre de formation au bois. Et eux, à l'époque, ils ont installé des panneaux photovoltaïques, à 240 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. À Rayon, c'est ce qu'on appelle le bois solaire, parce qu'en plus, ils ont installé une unité de chauffage en plaquettes de bois. Avant, c'était du gaz citerne. Donc, c'est 18 centimes du kilowatt, tandis que le bois, c'est 4. Donc, il n'y a pas photo. Donc, ça aussi, c'est un des sites des énergies renouvelables. Et on va aussi à Maché. Maché, c'est la dernière scierie du Piémont vosgien côté Meurthe-et-Moselle qui est mue par l'hydraulique. Ils ont fait un canal d'amener et une chute de 40 mètres pour pouvoir faire fonctionner une turbine qui entraîne une génératrice et après, par des entraînements mécaniques, on fait tourner la scierie. Quel est pour vous justement l'objectif de cette route? C'est de sensibiliser les gens à l'énergie renouvelable en fait, parce que les énergies fossiles, on pense peut-être qu'un jour elles vont s'amenuiser de plus en plus. Le nucléaire, beaucoup, vous connaissez sûrement le problème aussi, on en parle beaucoup, il y a beaucoup d'opposants, etc. Bon, on n'est pas là pour discuter si c'est pas le débat du jour. C'est pas le débat du jour. Mais ça nous permet de dire, voilà, ce qui nous reste quand même, il y a le vent qui ne coûte rien. Le bois, c'est de la régénération, donc le bois se génère. En plus, le bois, l'avantage, c'est que
qui pourrissent ou qui brûlent, ils dégagent la même CO2. Ensuite, la méthanisation, c'est le gaz. Donc, c'est de la revalorisation des déchets naturels des bêtes pour faire du chauffage et fournir de l'électricité. Et la troisième, c'est l'hydraulique. On ne l'a pas inventé. Ça fait longtemps que l'hydraulique existe. On essaye d'expliquer pourquoi, comment cette énergie, c'est aussi une énergie gratuite. On utilise juste la force de l'eau, quoi. Qu'est-ce qui a fait, Patrick, que vous ayez envie d'intégrer un projet comme ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse réponse au niveau énergétique. Les gens s'inquiètent beaucoup de savoir que l'avenir au niveau de l'écologie, de l'environnement, et ça va permettre, je pense, dans les années à venir, de pouvoir suppléer tout ce qui est énergie fossile ou même de les remplacer à court ou à long terme. Donc moi, mon but, c'est de pouvoir expliquer, faire connaître un peu toutes ces énergies au travers de cette association, pour bien que les gens comprennent bien que l'avenir est franchement dans ce domaine-là, dans ces domaines d'énergie renouvelable, pour qu'on puisse une fois, peut-être un jour, éviter à la planète de se dégrader de plus en plus comme ça se passe aujourd'hui. Les terres agricoles dessinent le territoire. Ici, la terre produit. Situé à Rayon, le GAEC de la Mai est en bio depuis 1968. Les agriculteurs sont ambitieux et créent leur fromagerie en 1975. Le lait bio du GAEC et des producteurs voisins alimentent l'entreprise pour produire des fromages, des yaourts, de la crème et du fromage blanc. À la tête de cette PME, Laurent Berthaumieux est dans son élément. Ce Parisien de naissance n'imaginait pas qu'il marcherait dans les pas de son grand-père fromager. Donc Laurent, c'est quel type de fromage là? Donc ça, c'est un bon lorrain, c'est une pâte pressée non cuite, donc à base de paprika, donc ce qui lui donne sa couleur et son goût. D'accord. Donc c'est un produit bon lorrain, c'est un produit local en fait, c'est une tome qu'on vend localement, donc pour les gens qui connaissent ici, et puis pas mal aussi dans les collectivités, dans les écoles, voilà. Et pourquoi c'est important de conserver justement des produits locaux? Alors, c'est important. Locaux, avec cette dimension lorraine. C'est important parce que c'est quand même notre histoire. On est en Lorraine, on n'est pas en Bretagne. Et puis c'est un produit qui a été élaboré ici, en fait. Donc je dirais la fromagerie a élaboré cette recette. Le bon lorrain avec cette recette-là, ça se fait qu'ici. Donc c'est important que nous, on continue à le fabriquer, puis qu'on essaie même de le promouvoir, de le mettre en avant. Localement, et puis voilà, si possible au-delà même de la région, mais déjà au moins sur la région qu'on le connaisse mieux. Alors d'où vient le lait qui est utilisé ici? Donc le lait qu'on utilise à la fromagerie donc vient soit du GAEC qui est juste à côté, donc on peut l'utiliser soit pour des produits fermiers, on fait des tomes fermières également, ou sinon le lait en fait vient de producteurs qui sont sur les départements donc, de Moselle, de la Moselle et de la Meuse. Donc on organise une collecte auprès d'une quarantaine de producteurs et le lait donc, est acheminé tous les jours ici. Qu'est-ce que vous produisez ici? Donc, des fromages, quel type de fromage? Donc des fromages, les pâtes pressées non cuites comme le bon lorrain. On a également une tome qui s'appelle la tome de la Vosouze. On fabrique aussi de la mimolette que vous avez vu en fabrication, au moulage. Donc ça, ce sont les pâtes pressées non cuites. À côté de ça, on fait des emmentales, en fait, des meules d'emmental. Alors qu'on n'affine pas ici parce qu'on n'a pas la place ni les locaux pour faire ça. Mais on fabrique des meules d'emmental qui seront vendus soit crus, soit pasteurisés, en portions ou râpés. Alors principalement dans les grands réseaux de distribution, parce que là c'est un marché je dirais, qui est vendu dans les réseaux spécialisés bio. Parce que la particularité ici, c'est ça. C'est que tout ce qui est produit ici, c'est bio. À 100% bio. Il n'y a pas de... L'entreprise est née de la conversion du GAEC, donc en 1968, à l'agriculture biologique. Et la fromagerie a été créée donc, en entreprise en 1975 pour justement valoriser le lait bio du GAEC au départ, mais aussi des producteurs qui se sont convertis dans la région, en Lorraine, à l'agriculture biologique à ces moments-là. Donc nous, on a la particularité effectivement de faire depuis le début de notre création
que des produits issus de l'agriculture biologique. Alors, depuis la création, donc vous me disiez tout à l'heure, c'était en 75. J'imagine qu'à l'époque, les gens ils pouvaient faire un petit peu des gros yeux. Parce qu'en 75, le bio, bon, les gens, je ne sais même pas si tout le monde connaissait. Alors, moi, j'étais pas là, hein, donc, mais effectivement, hein, je dirais, on a quand même affaire à des gens qui étaient visionnaires, précurseurs, certainement qui sont passés pour des fous, des inconscients, voilà. En plus, on était juste après les périodes 68 en France, mais effectivement, aujourd'hui, la grande particularité, notre grande force, c'était effectivement que Fromagerie de la Mecque, Biogame, on a démarré 100% bio. Depuis 40 ans, presque 50 ans, on ne fait que du bio. Et en fait, je dirais, on a largement contribué à structurer, l'entreprise a largement contribué à structurer la filière laitière bio en Lorraine. C'est-à-dire que si, à un moment donné, ces gens-là ne s'étaient pas convertis à l'agriculture biologique, certainement qu'il n'y aurait pas eu la collecte de lait telle qu'on la connaît aujourd'hui, il n'y aurait pas eu autant de producteurs qui se seraient convertis dans les années à suivre, il n'y aurait pas eu cette filière, si vous voulez. Il n'y aurait pas eu cette structuration avec des débouchés. C'est-à-dire que quelque part, collecter du lait bio, il faut aussi pouvoir le transformer localement. Hein, si demain je vous dis que le lait qu'on collecte dans les fermes de Lorraine va ailleurs, bah forcément on va perdre un petit peu quand même Oui, de la philosophie et de la philosophie même. de base. Ouais. Et c'est bien la création de la fromagerie, c'est bel et bien au maximum de valoriser le lait bio de la région. Le pays de Vesouz en Piémont montre deux visages avec sa nature exploitée pour nourrir les hommes et sa nature préservée pour s'épanouir. La Maison de la Nature, située à Saint-Sauveur, est implantée en lisière de forêt. Ici est le point de départ vers différents sentiers de randonnée. C'est un lieu qui assure le lien entre les hommes et la nature. Mathilde Crively nous propose une promenade en vélo électrique, le plaisir du deux roues sans l'effort. À vélo ou à pied, la forêt ici nous appelle et devient irrésistible. Donc là, on se trouve où exactement, Mathilde? On se trouve à côté de la Maison de la Forêt, entre les communes de Saint-Sauveur et Vallée-Châtillon. Je voulais te demander si ça t'avait plu, le petit tour qu'on a fait en véhicule assistance électrique. Ouais, c'était sympa. En fait, j'ai trouvé ça hyper agréable parce que pour le coup, tu as vraiment ce côté sport où tu fais du vélo et tu profites du cadre qui est assez exceptionnel. Et quand il y a des petites montées, des choses comme ça, hop, un petit coup d'assistance, voilà, c'est sans effort et ça fait du bien. Justement, comment et pourquoi vous avez eu cette envie de mettre en place ce système de vélo électrique? Qu'est-ce qui a fait tilt? Alors déjà, c'était pour montrer aux personnes qu'on peut trouver, enfin aux visiteurs de la Maison de la Forêt, qu'on peut visiter le territoire autrement avec donc les véhicules assistance électrique. De manière simple, de présenter aussi les nouvelles technologies en termes d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que c'est un nouveau produit qui est commercialisé en plus à Badonviller. D'accord. Donc c'est un produit du coin. Ah oui, c'est local. Donc on en a profité. C'est juste à côté de la Maison de la Forêt, à 10 km. Et c'est assez rare de trouver ces produits sur le terrain, quoi. Et on en a profité aussi pour valoriser ce producteur. D'accord, donc un produit du cru que vous présentez pour le coup et que vous faites utiliser aux touristes. Alors comment on arrive justement à attirer les touristes ici? Alors on mise justement sur la géographie du lieu, c'est-à-dire que c'est en Meurthe-et-Moselle, mais très proche des Vosges. Alors ce qui est intéressant, c'est que voilà, Badonviller qui est à 10 km, on n'est pas du tout dans cette même ambiance. Non. Et là on débarque en pleine forêt, c'est assez dépaysant et il y a cet effet Vosges qui est présent en fait. Et c'est vraiment un mélange entre Meurthe-et-Moselle et Vosges et ça permet de pouvoir bifurquer vers l'autre département. D'accord, en fait c'est une transition entre la Meurthe-et-Moselle et voilà, les Vosges. Voilà, c'est une belle transition, d'où le terme piémont-vosgien. Mais est-ce que justement on arrive quand même à rivaliser avec les Vosges? Alors, c'est possible, on y croit? Après, il y a aussi cet aspect géographique, c'est-à-dire qu'on est
On n'est pas très loin de Nancy, de Strasbourg. Il y a aussi l'espèce de triangle d'or entre la Moselle, les Vosges et la Meurthe-et-Moselle. On attire beaucoup de locaux. Donc les communes de Cirey, Badonvillers, Petit-Mont, toute la communauté de communes. Après, là, de plus en plus, on attire les personnes des grandes villes du coin, donc Lunéville, Nancy, ça reste très proche pour eux. Parce que les Vosges, tout de suite, c'est dans les Vosges, tandis que là, ça reste très proche. Voilà. Comment on les attire? On les attire par la communication, parce que pour aller à la Maison de la Forêt, il faut quand même vouloir y aller, il faut connaître le lieu. Donc on mise sur la communication banale, enfin des dépliants, Facebook, site internet, et puis aussi le bouche à oreille. C'est surtout ça qui fonctionne ici. Et aussi avec les offres touristiques qu'on propose, donc la location des véhicules à assistance électrique, la location d'un refuge qui se situe juste à côté de la Maison de la Forêt, des circuits de randonnée. Ici, c'est vraiment propice à aller se balader. Aujourd'hui, ce territoire-là doit être et est un territoire de randonnée. Oui, c'est le moteur. Le tourisme vert est le moteur, en fait. Et puis, c'est un tourisme qui est assez récent, c'est très peu connu. C'est vrai que le tourisme forestier, et en plus, c'est pas cher. Et c'est une des richesses de la Lorraine en général. Donc, c'est aussi... Le coin est aussi représentatif de la nature lorraine. Comment on explique cette philosophie verte propre au territoire? Je dis ça parce que c'est vrai qu'on est assez bluffé. Il y a la fameuse route des énergies renouvelables. Là, on utilise le vélo électrique qui est fabriqué ici. Voilà, depuis quand cette philosophie écolo, elle est arrivée? C'est l'envie des personnes de découvrir la nature, en fait, qui est proche de la ville. C'est sûr qu'en ville, on ne peut pas retrouver... ce qu'on retrouve ici. En même temps, on n'est pas dans les Vosges, mais on est proche de Nancy. Il faut vraiment une transition entre les deux. Et du coup, c'est vrai que c'est un besoin continuel de l'être humain qui a perdu cette envie de se rapprocher de la nature. Maintenant, il la retrouve de plus en plus. Et donc, c'est pour ça qu'ici, c'est intéressant pour se ressourcer. En fait, les personnes viennent pour s'évader, se promener. Voilà, ici, on est... on n'entend rien, on ne capte pas. On capte pas le téléphone. Seul. Et on n'entend même pas de bruit parce que le vélo électrique, il fait pas de bruit. Ouais. Pas de moteur, rien du tout. Juste le calme et la nature, c'est ça. ça. Fait. Terre de création, le pays abrite des hommes et des femmes à la fibre d'entrepreneurs. C'est le cas de Sabrina Brochard. Docteur en biochimie, elle abandonne les laboratoires au profit de son petit atelier fait maison pour créer une savonnerie artisanale. C'était en janvier 2015. Aujourd'hui, elle continue à travailler sur des essais pour élargir sa gamme. Donc là, c'est quoi, Sabrina, qu'on mélange? Donc là, on va mettre la soude sur le mélange d'huile fondue. Donc, elle a été fondue à 45 degrés pour préserver ses vitamines. Et il y a quoi comme huile? Il y a de l'huile d'olive, de l'huile d'abricot, de l'huile de noix de coco pour donner un pouvoir moussant et du beurre de karité pour protéger la peau. D'accord. Donc on mélange le tout. Et on mélange le tout. Donc ça va être la base du savon. C'est ça. C'est la base de tous les savons ou que de ce savon-là? Non, c'est la base que de ce savon-là, puisque nous, on adapte toutes nos formules pour qu'elles répondent à un type de peau, en fait. Donc toutes nos formulations sont différentes. Et on choisit systématiquement des huiles nobles ou des actifs qui répondent à un type de peau. D'accord. Et là, on est sur, par exemple, un savon qui est destiné à quel type de peau? Et bien là, on est sur un savon pour les peaux matures. D'accord. Avec de l'huile d'abricot qui va bien protéger, donner un petit coup d'éclat. Et puis ensuite, on va rajouter une poudre d'urucum, une poudre d'urucum qui est riche en vitamine C, qui va aider aussi la peau à lutter un petit peu contre le vieillissement. Sachant que ça reste un savon, un produit rincé. Voilà. Là, on mélange et c'était quoi que vous avez ajouté? Donc là, j'ai ajouté la composition parfumante, donc abricot mandarine. Ah, super. Et alors, tous vos produits, vous les choisissez comment? J'imagine que le produit de base, c'est quelque chose d'important. C'est ce qui va définir peut-être la qualité du savon? Oui. Alors, donc, toutes les bases végétales sont d'origine biologique, déjà. On choisit exclusivement des ingrédients naturels. D'accord. Soit des poudres de fruits, soit des huiles essentielles, des ocres pour la couleur, des argiles. Que du naturel, nous, c'est la base en fait vraiment de la savonnerie. Donc, jamais de synthétique, aucun additif. Donc dès le début, il y a eu cette volonté de partir dans quelque chose de biologique. Voilà. Et pourquoi c'était important pour vous?
Parce qu'en fait, j'ai enseigné la cosmétologie pendant plusieurs années, donc j'ai fait un certain nombre d'études de formule avec mes élèves, et je me suis rendu compte en faisant les études de formule qu'on mettait quand même énormément d'ingrédients d'origine synthétique sur notre peau. C'est vrai. Voilà, et du coup, comme j'avais l'envie quand même de créer un laboratoire cosmétique, hein, au-delà de la savonnerie, puisqu'on cherche maintenant à s'élargir vers d'autres cosmétiques, bon, j'avais envie, il y avait cette volonté de ne pas retrouver ces molécules synthétiques qu'on trouve déjà un petit peu partout, qui sont souvent plus faciles à travailler, mais qui sont souvent aussi irritantes, allergisantes. Ça, vous avez pas mal de retours justement des gens aujourd'hui qui utilisent vos savons et des retours qui disent c'est vraiment la nuit et le jour, ma peau est moins sensible, elle est moins irritée, irritante. Alors oui, on a pas mal de retours et c'est quelque chose que je dis souvent sur les marchés parce que de temps en temps j'ai des personnes qui viennent, alors, qui ont des petits problèmes de peau, hein, une peau vraiment sèche, voire même un petit peu de psoriasis, etc. Et ils me disent mais bon sang, il y a quoi dans vos savons? Là ça va, ça tiraille pas, ça fait du bien. Et souvent je leur dis mais finalement c'est pas tellement ce qu'il y a, c'est ce qu'il n'y a pas. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que toutes ces molécules dont on peut s'affranchir, au final, quand elles ne sont pas là, rien que le fait qu'elles ne soient pas là, c'est déjà un plus. Et puis bon, ça, plus le fait qu'on a quand même des huiles sympathiques, dans l'ensemble, les peaux réagissent quand même plutôt bien. Donc aujourd'hui, ça fait 3 ans que vous êtes véritablement lancé. Quel a été le déclic de se dire un jour, allez, je me lance? La savonnerie, alors la savonnerie, ça fait très longtemps que je fais des savons. Alors, au départ, c'est parce que je travaillais en laboratoire au départ, hein, donc je suis docteur biochimiste, moi, initialement. Et j'ai quitté le laboratoire pour avoir plus de temps pour éduquer mes enfants. Et en fait, le laboratoire me manquait, donc j'ai commencé à faire un petit peu de la tambouille, racheter des choses, des béchères, des choses comme ça pour m'amuser. Et donc, pendant des années, effectivement, c'était juste pour histoire de jouer avec des éprouvettes, des béchères. D'avoir le labo à la maison. Ouais, tout à fait. Et puis, au final, à force d'entendre les gens dire « mais ils sont vraiment bien, tu devrais les vendre, tu devrais sauter le pas ». Puis, dans le même temps, j'ai trouvé un poste de prof de biocosméto. Donc, je me suis formée complètement à la réglementation en cosmétologie. Et puis, du coup, il arrive un moment où on se dit « bon, ça y est, je connais bien la réglementation ». Je suis biochimiste, j'ai un petit peu les clés pour les ingrédients. Allez, on y va. Voilà. Après, j'ai été beaucoup poussée par Geoffroy, mon mari, parce que j'avais quand même la trouille. Hein. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qui fait peur dans un cas comme ça? Le fait de créer un laboratoire, de devoir le déclarer à l'ANSM. La réglementation est lourde, on est encadré par un toxicologue, il faut trouver la bonne personne. On a de la chance, on a un toxicologue qui est super, qui est dans les Ardennes, qui nous aide beaucoup. Mais bon, c'est vrai qu'il faut trouver les bonnes personnes. Et alors aujourd'hui, aucun regret? Ah non, aucun regret. C'est vrai. L'épanouissement total. Total. Comme quoi, faire des savons, ça rend heureux. C'est ça.